La tension monte entre l'Inde et le Pakistan après une attaque meurtrière contre des touristes indiens dans la région du Cachemire et qui a fait 26 morts. Alors que s'est-il passé et faut-il s'attendre à une escalade entre les deux pays? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien. Hugo sera de retour demain, c'est le sujet à la une d'aujourd'hui. Ce mardi 22 avril, une attaque terroriste a frappé le Cachemire indien, une région montagneuse située au nord de l'Inde et qui est à la frontière avec le Pakistan et la Chine. Plus précisément, l'attaque, qui a causé la mort de 26 personnes, en majorité des touristes indien, a eu lieu en début d'après-midi près de la ville de Pahalgam et selon des sources sécuritaires citées par le quotidien The Indian Express, le massacre a duré une vingtaine de minutes. Concrètement, les assaillants qui avaient des armes automatiques ont surgi d'une forêt et ont ouvert le feu sur des civils dans ce qui est considéré comme l'un des attentats les plus meurtriers de ces dernières années contre des civils dans la région. Dans la foulée, un important dispositif de sécurité a été déployé pour retrouver les coupables. Mercredi, l'armée indienne a affirmé que 2 assaillants présumés avaient été tués lors d'une fusillade à une centaine de kilomètres du lieu de l'attaque. Mais alors, qui est derrière cette attaque? Eh bien, elle a été revendiquée par le Kashmir Resistance, aussi appelé The Resistance Front ou TRF, un mouvement qui est issu du groupe terroriste islamique Lashkar-e-Taiba, basé au Pakistan. Lashkar-e-Taiba est connu pour être proche des services de renseignement pakistanais. Le TRF, donc le mouvement issu du groupe terroriste, qui a vu le jour en 2019, a critiqué sur les réseaux sociaux l'arrivée de 85 000 intrus au Cachemire ces dernières années, faisant référence aux personnes originaires d'autres régions d'Inde qui se sont installés dans la région. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a dénoncé un acte odieux et a promis une riposte sans ambiguïté contre les responsables et ceux qui ont planifié cette attaque. Le gouvernement indien a d'ailleurs annoncé dès le lendemain de l'attaque une série de mesures contre le Pakistan. On revient dessus dans un instant. De son côté, le Pakistan a exprimé sa profonde inquiétude tout en présentant ses condoléances. Alors on va voir dans un instant quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement indien et comment ça pourrait mener à une escalade avec le Pakistan. Mais avant ça, revenons sur les relations qui lient ces deux pays, en particulier concernant la région du Cachemire. Bon, alors je vais vous faire un petit cours d'histoire. Tout a commencé en 1947 quand l'Empire des Indes a obtenu son indépendance et que l'Inde et le Pakistan actuels ont été créés. Très rapidement, la question du Cachemire est devenue une source de tension entre les deux pays. Le Pakistan, dont la population est majoritairement musulmane, revendique ce territoire, qui est également peuplé principalement de musulmans. Cependant, le Cachemire était dirigé par un Maharaja hindou, donc un prince hindou, qui voulait garder son indépendance. Face à une insurrection de la population, il avait donc demandé à l'Inde de l'aide militaire, s'engageant en retour à rattacher le Cachemire à l'Inde. C'est ce qui a déclenché la première guerre du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan. Finalement, en 1949, une ligne de contrôle est créée. Elle coupe le Cachemire en deux. Une partie est administrée par l'Inde et l'autre par le Pakistan, qui continue de revendiquer l'intégralité du territoire. Sans rentrer dans les détails, une deuxième guerre du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan a été déclenchée en 1965 et une troisième en 1999. Depuis, plusieurs attentats ont eu lieu et notamment ceux de 2008 à Mumbai qui a tué plus de 150 personnes. La dernière escalade remonte à février 2019 lorsqu'un attentat suicide revendiqué par un groupe islamiste basé au Pakistan avait tué 40 soldats indiens au Cachemire indien. L'Inde avait riposté en menant une frappe aérienne au Pakistan, ravivant fortement les tensions entre les deux pays. Quelques mois plus tard, le gouvernement indien avait annulé l'autonomie partielle du Cachemire, officiellement pour mieux intégrer la région au reste du pays. Depuis, cette région ne peut plus avoir sa propre constitution, ni prendre certaines décisions indépendamment du gouvernement indien. Mais cette décision a été très mal reçue, notamment par la population locale et par le Pakistan. Depuis, la région est fortement militarisée et les tensions restent très fortes. L'Inde déploie en permanence environ 500 000 soldats dans sa partie du Cachemire, même si les combats ont diminué depuis 2019. Il y a quelques jours d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur indien, Amit Shah, avait affirmé avoir réduit à néant le terrorisme dans le Cachemire indien. En fait, la région est de plus en plus touristique et environ 3,5 millions de touristes, en majorité des Indiens, ont visité le Cachemire en 2024 selon les chiffres officiels. Mais l'attaque de ce début de semaine va donc à l'encontre des récentes déclarations et laisse planer le risque d'une nouvelle escalade entre les deux pays. Et justement, quelles sont les mesures qui ont été prises par l'Inde suite à cette attaque terroriste? Je le disais, dès le lendemain de l'attaque, l'Inde a pris une série de mesures diplomatiques sévères contre le Pakistan, qui est accusé de soutenir le terrorisme transfrontalier, ce que le pays dément. Et d'ailleurs, c'est important de le noter, mais pour le moment, aucune preuve montrant l'implication du Pakistan dans cette attaque n'a été apportée, même s'il est connu que l'armée pakistanaise est un soutien des rebelles du Cachemire. Bon, déjà, l'Inde a décidé de mettre en pause un accord signé en 1960 avec le Pakistan, qui organisait le partage de l'eau du fleuve Indus. Ce fleuve est très important pour le Pakistan, car il en dépend pour irriguer ses terres agricoles. Mais le Pakistan craignait depuis longtemps que l'Inde, qui se trouve en amont du fleuve Indus, limite son accès à l'eau de l'Indus. De son côté, l'Inde dit qu'elle ne remettra cet accord en marche que si le Pakistan arrête de soutenir les groupes terroristes. L'Inde a également fermé le poste frontière d'Attari Wagah, qui est le seul point de passage terrestre entre les deux pays, et expulsé des attachés
attaché de défense pakistanais, tout en rappelant ses propres diplomates. Le personnel de l'ambassade du Pakistan a été réduit de 55 à 30 membres. Par ailleurs, tous les visas accordés aux Pakistanais ont été annulés et l'Inde a ordonné à tous les citoyens pakistanais de quitter le pays avant le 29 avril. Côté pakistanais, le gouvernement a dénoncé une réaction injuste et rapide et convoqué ce jeudi son comité de sécurité nationale, qui est une instance qui n'est réunie qu'en cas extrême pour formuler une réponse. Le Pakistan a finalement annoncé fermer sa frontière et son espace aérien à l'Inde et a déclaré persona non grata plusieurs diplomates indiens. Le pays a aussi annulé les visas de ressortissants indiens. À noter que le ministre pakistanais de la Défense a accusé l'Inde d'utiliser cet attentat comme prétexte pour sortir d'un traité qu'elle souhaite remettre en cause depuis longtemps, faisant donc référence au traité sur l'eau. Face à ça, la communauté internationale craint une escalade entre les deux pays, voire même une action militaire, alors que l'Inde et le Pakistan sont chacun dotés de l'arme nucléaire. On suivra ça, je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le Vatican a annoncé 9 jours de deuil national à partir de samedi, date à laquelle les funérailles du pape François se tiendront sur la place Saint-Pierre dans la matinée. D'autres pays ont également pris cette décision, comme l'Italie, l'Espagne ou encore l'Argentine, qui est le pays de naissance du pape, qui a décrété 7 jours de deuil. Selon le Vatican, 50 000 fidèles ont déjà rendu hommage au pape. Sa dépouille est exposée au public jusqu'à vendredi soir à Rome. Au moins 200 000 fidèles ainsi que 170 délégations étrangères sont attendues ce samedi, le jour de ses funérailles. Emmanuel Macron et Donald Trump seront présents, on suivra ça. Deuxième actu, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé ce jeudi autoriser la saisie des téléphones portables des consommateurs de drogue lors des contrôles. Concrètement, lorsqu'ils seront pris en flagrant délit, les consommateurs et vendeurs de drogue devront toujours payer une amende, mais leur téléphone portable pourra aussi être saisi s'il est prouvé qu'il a servi à effectuer la transaction. La saisie ne sera donc pas automatique. Aujourd'hui, une personne arrêtée avec moins de 30 grammes de cannabis ou moins de 5 grammes de cocaïne risque une amende forfaitaire de 200 € inscrite à son casier judiciaire. Mais selon Gérald Darmanin, je cite, « La saisie de manière générale, comme la saisie de téléphone, est parfois plus dissuasive qu'une poursuite judiciaire. » Mais au-delà de l'effet dissuasif, cette mesure permettrait également aux enquêteurs de remonter les filières en accédant au contact des consommateurs chez les dealers. À noter que cette mesure avait déjà été expérimentée à Bayonne, en Pyrénées-Atlantiques, et elle va donc être généralisée au reste de la France. L'objectif affiché, c'est de lutter contre le trafic de drogue en ligne, notamment via des messageries cryptées. Alors cette mesure, elle ne fait pas l'unanimité, notamment chez les avocats qui redoutent une atteinte à la vie privée. Troisième actu, Emmanuel Macron s'est rendu ce mercredi à Madagascar, un pays situé dans l'océan Indien, pour y signer un nouvel accord. Le président français et le président malgache Andry Rajoelina ont donc annoncé ce mercredi renforcer leur coopération économique via plusieurs projets ambitieux. Alors on n'a pas encore tous les détails de ces accords, mais selon Emmanuel Macron, ils touchent de nombreux domaines comme l'énergie, le numérique, les infrastructures ou encore le tourisme. Parmi eux, le géant de l'électricité français EDF va notamment prendre des parts dans le plus grand projet hydroélectrique de Madagascar. Le soutien d'EDF devrait notamment permettre de construire un barrage estimé à 600 millions d'euros et qui devrait permettre à 2 millions de personnes d'accéder à l'électricité. Il faut savoir que les 2/3 de la population de Madagascar sont aujourd'hui privés d'électricité, notamment à cause de problèmes économiques et de défaillances dans les structures. Et pour revenir rapidement sur la situation à La Réunion, l'épidémie de chikungunya a fait 3 nouveaux morts, portant le bilan provisoire à 9 victimes depuis le début de l'épidémie en 2025, selon Santé publique France. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a constaté qu'autour de 120 000 personnes pourraient avoir été contaminées par cette maladie infectieuse transmise par le moustique tigre. Il n'existe pas de traitement spécifique contre la maladie, mais une campagne de vaccination a été lancée début avril. Quatrième actu, le jeune de 16 ans qui avait agressé le rabbin d'Orléans le 22 mars dernier a été condamné ce mercredi soir à 16 mois de prison ferme avec une incarcération immédiate. Il a été reconnu coupable d'avoir roué de coups de poing et de coups de pied le rabbin après avoir proféré des insultes antisémites et craché dans sa direction. Le prévenu a également été condamné à 5 ans d'interdiction d'apparaître dans le Loiret et 3 ans d'interdiction d'entrer en contact avec le rabbin et ses proches. Au total, 1570 actes antisémites ont été recensés en France en 2024 selon le ministère de l'Intérieur. Il s'agit d'un niveau historique selon le Conseil représentatif des institutions juives de France. Ces chiffres ont explosé après l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Cinquième actu, les maladies évitables repartent à la hausse à cause de la baisse des vaccinations selon l'ONU. Parmi elles, la méningite, la fièvre jaune et la rougeole qui fait un retour particulièrement dangereux selon l'Organisation mondiale de la santé. Son nombre de cas augmente chaque année dans le monde
monde depuis 2021 et a atteint plus de 10,3 millions de cas estimés en 2023, soit une hausse de 20% par rapport à 2022. Cette hausse s'inscrit notamment dans un contexte de désinformation sur les vaccins depuis le Covid, des multiplications des crises humanitaires, mais aussi des coupes budgétaires, ce qui entrave la capacité à vacciner dans le monde. L'Alliance du vaccin demande au moins 9 milliards de dollars pour, je cite, protéger 500 millions d'enfants et sauver au moins 8 millions de vies entre 2026 et 2030. Sixième actu, le Passerail qui permettait aux jeunes de 16 à 27 ans de voyager en illimité l'été en TER et Intercité pour 49 € par mois ne sera pas reconduit cet été. Le Passerail est financé à 80% par l'État et à 20% par les régions. Mais seuls 235 000 exemplaires sur les 700 000 espérés ont été vendus l'été dernier lors de son expérimentation. Le Passerail avait été annoncé pour la première fois en 2023 par Emmanuel Macron pendant une interview qu'il nous avait accordée. On vous met le lien en description. Et on termine avec cette actu. Comme chaque année, le dictionnaire Larousse a dévoilé la liste des 150 nouveaux mots qui apparaîtront dans son édition 2026. Alors parmi eux, il y a des mots qui ont été popularisés par les Jeux paralympiques de Paris, comme le cécifoot, un dérivé du football qui se joue à 5 avec des personnes mâles ou non-voyantes, ou encore la boccia, un handisport proche de la pétanque qui se joue avec des balles en cuir. Le mot asexuel ou encore le syndrome de l'imposteur font aussi leur entrée. Niveau nourriture, les mots food truck, nacho, onigiri ou encore skir apparaissent eux aussi pour la première fois, tout comme le mot badé ou encore gros qui possède maintenant une nouvelle définition puisqu'il est maintenant aussi utilisé dans des conversations amicales pour désigner une personne, peu importe son poids. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir suivi ces actus du jour. N'oubliez pas que ce format est également disponible en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute, Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Voilà, c'est tout pour moi, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt.